Rebonjour, nous allons maintenant démarrer le webinaire. Nous vous remercions pour votre présence. Je suis Stéphanie Laine, directrice communication, marketing et formation chez Vestec Pro. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à cet événement qui se tiendra jusqu'à midi. Tout d'abord, je tiens à vous présenter les différents intervenants qui se succéderont pour prendre la parole lors de ce webinaire. Je nomme Jean Boissonneau, qui est développeur web et applicatif du CIMI, Audrey Coulon, qui est chargée de projet technologie chez Vestec Pro, Alexandre Fiatro, chercheur en vision artificielle au CIMI, Marianne Godino, chargée de projet en génie industriel Vestec Pro, Johan Schwab, responsable développement de produits Vestec Pro, et Karen Tagliani, vice-présidente design au sein du groupe L'Amour. Nous accueillerons Karen pour un retour d'expérience sur les pratiques en IA mises en place au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Le webinaire que nous vous offrons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement de formation à l'intelligence artificielle porté par Vestec Pro en partenariat avec le CIMI. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie par l'intermédiaire de son programme Nova-Science. Merci au ministère pour son soutien qui nous permet aujourd'hui de vous offrir ce webinaire. Avec ce webinaire, nous vous souhaitons atteindre plusieurs objectifs. Donc, d'une part, en fait, on souhaite vous inviter à mieux comprendre ce que désigne l'IA, ainsi que les enjeux que ce domaine soulève. D'autre part, il a pour but de fournir une vision de l'application de l'IA sur plusieurs opérations de la chaîne de valeur mode habillement spécifiquement. Il s'agit d'une brève introduction et nous vous proposerons en fin de webinaire de l'information sur les formations que nous offrirons pour approfondir le sujet. Quelques informations d'ordre logistique et pratique. Donc, comme vous l'avez remarqué, on est dans un format Zoom webinaire. Les caméras et les micros sont automatiquement désactivés. Néanmoins, on va vous proposer d'interagir avec nous à plusieurs moments du webinaire. D'une part, à peu près à mi-parcours du webinaire, on va vous inviter à remplir un sondage via une fenêtre surgissante. L'idée, c'est de vous poser 3 questions en lien avec l'IA et son application à la mode et l'habillement. Et on va partager les résultats de ce sondage, donc ça va vous permettre aussi un petit peu de vous situer par rapport aux autres participants de ce webinaire. D'autre part, en fait, une période de questions-réponses de 5 à 10 minutes aura lieu à la fin du webinaire. Donc en fait, on vous invite à soumettre les questions tout au long du webinaire, au niveau de l'onglet en fait, questions-réponses en bas de votre écran. On va pouvoir en prendre connaissance tout au long du webinaire et les panélistes y répondront à la fin de l'événement. Autre information pratique, le webinaire est enregistré et sera mis à disposition en rediffusion, donc n'hésitez pas à partager le lien de la rediffusion dans vos réseaux. On souhaitait également présenter les 2 centres en fait, qui se trouvent derrière cette initiative. Donc, je vais présenter tout d'abord Vestec Pro. Donc, Vestec Pro est un centre collégial de transfert de technologie. En fait, Vestec Pro fait partie des 59 CCTT présents au Québec. Et cela fait maintenant près de 15 ans que le centre a été fondé par le Cégep Marie-Victorin. Sa mission en tant que CCTT, c'est de soutenir l'industrie de l'habillement québécoise et de stimuler la recherche et l'innovation en mode habillement. Grâce à sa reconnaissance également en tant que centre d'accès à la technologie par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, Vestec Pro peut également offrir ses services à l'échelle pan-canadienne. Parlant de ces services, en fait, on offre différents types de services. On accompagne les entreprises sur les projets de R&D. On offre du soutien technique et également de la formation, tout comme des événements, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce webinaire. Comme je vous le disais un peu plus tôt, en fait, on fait partie d'un réseau de 59 CCTT et dans le cadre de ce projet, on est fiers d'être associés à l'un d'eux, le CIMI. Donc, j'inviterai maintenant Jean Boissonneau à vous présenter très brièvement le CIMI. Merci Stéphanie. Donc, je ne redirai pas tout ce qui a été dit sur les CCTT, comme on en est un également. Nous, on est affilié avec le Cégep de Sainte-Foy à Québec. Notre domaine au CIMI, c'est du côté du numérique et de l'informatique depuis qu'on existe en 2008. Un centre en informatique, ça reste un peu vague par définition, mais notre équipe est constituée de professionnels qui proviennent de plusieurs milieux. Que ce soit la vision, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les mathématiques, les géomatiques, le web, les transports, on touche un peu à tous les secteurs aussi.
On a participé à plusieurs projets de petite à grande envergure, mais l'objectif, c'est toujours d'améliorer les performances chez notre client, que ce soit des systèmes de caméras, des réseaux de neurones pour identifier une bonne opération à faire ou pour assister l'entreprise dans sa transformation numérique. Moi, je vais céder la parole à Joanne pour d'abord situer l'intelligence artificielle dans l'industrie. Excusez, l'IA, nouveau virage pour la mode et l'habillement. Ça nous amène à des questionnements. Où se situe l'industrie dans sa transition? Quelles sont les stratégies à adopter? Est-ce que les entreprises sont prêtes à investir? Et est-ce que les employés sont prêts à ce changement? Est-ce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, par exemple? C'est des questionnements qu'on peut avoir. Aussi, pour les entreprises qui n'ont pas encore débuté le virage, le frein majeur, c'est souvent le manque de connaissance des technologies qui sont disponibles. Vous aurez plus de précisions sur les outils disponibles par la suite dans ce webinaire. Le temps, excusez, le dispositif. Alors, on a une petite ligne de temps avec les avancées de l'industrie. Alors, dans les années 1900, c'est l'arrivée de l'électricité, ce qui a amené les productions de masse. Et c'est le début des catalogues de correspondance comme Sears qui a été un pionnier. Les années 2000, là, c'est le e-commerce, les médias sociaux, Instagram, YouTube, les influenceurs comme par exemple les sœurs Kardashian. On est arrivé dans une ère de « je le vois, je le veux tout de suite ». Amazon a bien compris ce concept et il propose des livraisons le lendemain. Aujourd'hui, la technologie numérique permet par exemple à Adidas de créer des semelles 3D sur mesure avec l'impression Futurecraft 4D. Ça a permis à Gucci de créer un espace Gucci Garden sur l'application Roblox. C'était une boutique qui a duré, je pense, 2 semaines, qui permettait aux clients qui ont un avatar d'acheter des objets rares. Pourquoi parler d'IA? C'est un domaine en évolution et en expansion dans l'industrie de la mode. Avant, les marques, elles lançaient des collections en espérant qu'elles plaisent. Aujourd'hui, grâce à l'IA, les marques peuvent créer des collections en fonction des attentes des consommateurs. La démocratisation de l'IA, de nos jours, les outils deviennent de plus en plus intuitifs et simples à utiliser et nous permettent de créer du contenu et d'automatiser des tâches facilement. C'est une révolution dans notre façon de travailler, de créer et d'interagir. Si on est prêt à accueillir l'IA, c'est essentiel de lui faire confiance. On l'a fait pour d'autres technologies, on s'y est habitué et elles font partie de nos vies. Exemple, calculatrice, les miroirs de voitures intelligents. Au début, on utilisait ces technologies, puis on vérifiait avec les méthodes traditionnelles pour s'assurer qu'elles étaient bien efficaces. Avec le temps, on a appris à leur faire confiance. Ça va être un peu la même chose avec l'IA. Quelques chiffres. Alors, selon des études de McKinsey, on a une possibilité de bénéfice de 275 milliards, c'est quand même pas rien, qui pourrait être ajouté. Puis, ils disent qu'environ le 3/4 des entreprises aimeraient implanter des systèmes d'IA. Puis, en 2025, 50% des dirigeants du secteur pensent que l'IA générative jouera un rôle clé dans la découverte de produits par les consommateurs. Je vais passer la parole à mon collègue Jean. Oui, merci, Joanne. Donc, pour commencer le webinaire, on va faire un survol sur les bases de l'IA en premier. De quoi on parle quand on parle d'IA? Ça mange quoi en hiver au final? Premièrement, on va commencer par la définition. Selon l'Office québécois de la langue française, quand on parle d'IA, on désigne le domaine qui vise la reproduction artificielle de l'intelligence humaine pour créer des machines qui vont faire le travail de l'intelligence. L'Office précise aussi que le terme IA, ou intelligence artificielle, peut parler d'un système qui a été fait par ce domaine-là. Donc, un robot conversationnel, par exemple, se qualifie. Je vais laisser mon collègue Alexandre du CIMI aussi vous situer l'IA dans l'histoire elle-même. Merci, Jean. Pour ma part, je vais vous parler de l'historique de l'intelligence artificielle qui est pratiquement aussi ancienne que l'informatique elle-même. Dès 1950, il y a le mathématicien Alan Turing qui se demandait si les machines pouvaient penser et réfléchir par elles-mêmes. Le domaine est né officiellement en 1956 lors de la conférence de Dartmouth qui
qui a eu tous les meilleurs spécialistes du domaine rassemblés. Ensuite de ça, dans les années 60, 70 et 80, le domaine a été dominé par les systèmes experts qui étaient basés sur des connaissances préétablies. Ces systèmes-là pouvaient être puissants dans des domaines précis comme la médecine ou la chimie, mais étaient difficiles à mettre au point et difficiles à maintenir. Ensuite, dans les années 90, l'apprentissage automatique a pris le relais, ce qui permettait aux machines d'apprendre à partir des données plutôt qu'à partir de règles rigides. Ensuite de ça, dans les années 2000, on a eu la naissance des réseaux de neurones profonds qui ont permis des avancées spectaculaires, entre autres en vision numérique et en traitement du langage et en plein d'autres domaines. Et ensuite, de nos jours, ce qui vole la vedette, c'est l'IA générative avec des applications vedettes comme ChatGPT et DALL-E. Je vais vous donner des exemples de tâches qui sont accomplies par l'intelligence artificielle, des tâches qui se séparent en deux catégories principalement. On a principalement l'idée de découvrir de l'information cachée dans des données et on peut aussi générer des données à partir de commandes précises. Pour ce qui est de la découverte d'informations, on parle entre autres de faire de la classification, c'est-à-dire donner une étiquette à un objet en particulier. On peut aussi faire de la régression, c'est-à-dire prédire une valeur continue à partir des données, comme par exemple prédire le prix d'une action, prédire le prix d'une maison, ces choses-là. On a fait de la segmentation, qui est prédire une structure à partir des données, comme par exemple dans une image, on pourrait faire le contour d'un objet d'intérêt. Ensuite, on peut faire de la détection d'objets, c'est-à-dire déterminer si un objet précis est présent dans une scène et où l'endroit où il est positionné. On peut aussi faire de la détection d'anomalies, ce qui peut servir pour détecter des fraudes ou des défauts dans des images, par exemple. Enfin, on peut faire de la génération de données. Génération de données, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être de l'audio, ça peut être des vidéos ou ça peut être des environnements 3D. Je vais vous parler aussi du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Pour donner une image, on peut comparer un arbre naturel avec un arbre cybernétique qui illustre bien la différence entre les deux. Un arbre, c'est vivant, ça n'a pas besoin d'aide, ça s'adapte tout seul à son environnement, ça peut développer des nouvelles branches selon la lumière, selon la composition du sol. C'est un peu comme un cerveau humain, ça apprend en permanence, il est plastique et il évolue tout le long de sa vie. De son côté, un arbre cybernétique, ça peut être fait de câbles, de capteurs et de lumière. Lui aussi reçoit des signaux, les traite et envoie une réponse, mais il ne pousse pas, il ne s'adapte pas tout seul, il est figé dans sa structure qu'on lui a donnée. Pour évoluer, il a besoin qu'un humain le reprogramme ou le réentraîne. C'est là toute la différence. Le vivant apprend en se transformant, tandis que l'IA apprend dans un cadre prédéfini. Je vais vous parler maintenant des différents types d'IA qui est constitué de 4 types principalement qui sont des sous-ensembles l'un de l'autre. L'ensemble le plus général, c'est l'intelligence artificielle qui est la capacité à imiter les facultés humaines. Ensuite de ça, on a l'apprentissage automatique qui est un sous-ensemble mais qui est capable d'apprendre lui-même à partir des données. Ensuite de ça, comme sous-ensemble d'apprentissage automatique, on a l'apprentissage profond, qui est un réseau plus complexe et qui permet de résoudre des tâches, des tâches plus complexes. Et enfin, on a l'IA générative, qui est un sous-ensemble d'apprentissage profond et qui permet de générer des données. Pour faire la différence entre les différents types, je vous explique la différence entre l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ici, on a un exemple fictif qui permettrait de faire la différence entre un tissu en coton et un tissu en élastane. Donc ici, on a une distribution de données et avec une frontière de décision. Dans un système expert, ce sera un expert qui aurait tracé cette frontière-là, tandis qu'en apprentissage automatique, c'est la machine elle-même qui aurait décidé là où la frontière se trouve à partir des exemples. Maintenant, pour faire la différence entre l'apprentissage profond et l'apprentissage automatique, la différence principale est liée à la complexité du réseau. En pratique, ce que ça permet de faire, c'est de traiter des données plus complexes.
Donc ici, en apprentissage automatique, on serait capable de faire la différence entre le coton et l'élastane à partir de données de texture et de données d'élasticité. En apprentissage profond, ce que ça permet de faire, c'est d'utiliser carrément des images en entrée. Et l'image serait capable, premièrement, de trouver des contours, former des régions, identifier des objets d'intérêt. Ensuite, longer les contours pour vérifier la forme des contours et vérifier aussi la texture de l'objet tout seul et serait capable d'arriver à la bonne réponse tout seul sans aide. Ensuite de ça, faire la différence entre l'apprentissage profond et l'IA générative. En apprentissage profond, on part d'une entrée et on arrive avec une réponse, dans ce cas-ci le coton ou l'élastane. Tandis qu'en IA générative, on ne produit pas seulement une réponse, on est capable de produire des nouvelles données. Donc, par exemple, avec une consigne qui ferait la différence entre coton et élastane, on produirait des nouvelles images qui illustrent le concept. Donc, on va parler beaucoup d'IA générative parce que si c'est un sujet aussi important dans l'actualité, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup en raison de l'IA générative. Est-ce qu'on ne tente pas seulement de comprendre, mais permet de générer des nouvelles données à partir des structures, des styles et des relations dans les données d'entraînement? Ça peut donner l'impression que l'IA est créative, puis en pratique, c'est un formidable levier d'innovation et de productivité. Ça peut changer radicalement la façon de créer du contenu. Et je vais démystifier quelques acronymes qu'on entend souvent. Il y a le premier qui est LLM, qui est un type d'intelligence artificielle générative qui est spécialisé en traitement et en génération de texte. Tandis qu'on a aussi le GPT, qui est un sous-ensemble de LLM qui est spécifique à OpenAI et qui permet de produire des nouvelles données, de produire du texte et pas seulement le comprendre. Sur ce, je vais passer la parole à Jean qui va vous parler du rôle du prompt engineering. Oui, merci. Prompt engineering, c'est les requêtes, puis les résultats de l'IA générative vont dépendre des requêtes puis de leur contexte. Le robot, de l'autre côté, va interpréter nos mots et les analyser dans leur contexte pour répondre à notre besoin, ce qui va demander une requête qui va être précise et sans aucun flou pour avoir un résultat qui répond à nos attentes. Une demande précise, ça devrait mener à un résultat exact, mais malgré ça, il faut quand même garder un esprit critique en tant qu'utilisateur de l'IA, parce que la robe rouge qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est bien comme démonstration, mais si on ne remarque pas qu'il y a un troisième pied sur l'image, on va se tromper si on s'en sert dans une communication, par exemple. Il faut rester vigilant et conserver notre regard expert par rapport à ça. Un autre exemple qui montre bien la précision que je viens de mentionner, on a deux requêtes différentes dans des contextes que le robot va interpréter. La première, à gauche, on demande une robe qui est jolie ou agréable à porter, qui sont deux termes qui sont subjectifs. L'absence de paramètres de précision fait que le robot va générer une image qui peut généralement répondre aux critères, mais d'une génération à l'autre, on va avoir des grandes variations dans l'apparence sans aucun contrôle sur l'image. Le deuxième cas, à droite, lui, n'utilise pas de termes subjectifs. On demande une robe bleu clair qui s'arrête aux genoux avec des bretelles, un décolleté en V, des boutons en bois sur le devant, on a tout. Peut-être que ça ne correspond pas encore à ma vision, puis que je devrais demander, par exemple, un maximum de 3 boutons ou rajouter un motif. Mais le point, c'est qu'avec plus de précision dans ma requête, je vais créer une image qui était juste une idée dans ma tête. Puis on voit bien que la précision avec l'IA, c'est ça la clé du succès. Puis d'ailleurs, si le sujet des requêtes vous intéresse, on va l'aborder pendant les formations que Stéphanie mentionnait tout à l'heure. D'autres choses qui est important à mentionner, la compétence humaine, elle, est nécessaire au bon fonctionnement de l'IA. Il faut se responsabiliser nous-mêmes dans son utilisation. Pour la citation à l'écran, qui est faite par le MILA, c'est un des plus grands centres de recherche universitaire en apprentissage profond dans le monde, puis il est situé à Montréal. Il a été fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio. Puis la citation mentionne donc que l'IA est une technologie transformatrice qui touche tous les aspects de la société et modifie fondamentalement la façon dont les humains vivent, travaillent et communiquent. Bien qu'elle offre des possibilités infinies, elle s'accompagne également de conséquences involontaires et de risques qui doivent être pris en compte à tous les stades du développement et du déploiement des systèmes d'IA.
Montréal et les grands acteurs de l'IA de la région ont également mis en place une déclaration que je vous inviterai à consulter sur Internet pour promouvoir le développement responsable de l'intelligence artificielle. L'idée derrière l'IA responsable, ça reste de conscientiser les utilisateurs de l'IA, nous tous, à garder en tête les conséquences et les enjeux liés à l'utilisation de l'IA. Et quand je parle d'enjeux, l'intelligence artificielle vient avec son lot de controverses et d'enjeux. On en parle beaucoup dans les dernières années. Sans faire de liste exhaustive, on peut en lister quelques-uns, quelques pensez-y bien qu'il faut garder en tête. Premièrement, on doit valider la qualité de ce qui est fait par l'IA. En tant qu'expert de nos domaines respectifs, on était maître de notre propre contenu, mais passer par une IA générative, par exemple, demande une assurance qualité supplémentaire. S'assurer que notre produit n'a pas été déformé dans le miroir de l'IA. Ensuite, il y a l'aspect environnemental qui n'est pas négligeable non plus. Les centres de données pour produire des IA et héberger des réseaux de neurones demandent énormément de ressources, notamment en électricité, mais aussi en eau pour les systèmes de refroidissement pour les serveurs, par exemple. Il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui ont estimé qu'une requête à ChatGPT pour générer un courriel, par exemple, ça consommerait jusqu'à 500 millilitres d'eau, ce qui est quand même non négligeable. Prochain enjeu, éthique. C'est quand même toujours une source de conflit. Des systèmes qui génèrent des images puis qui vont s'entraîner sur de l'art volé, par exemple, ou qui surveillent comment vous utilisez vos propres logiciels pour apprendre de vous et ensuite performer plus efficacement dans leur prochaine version. Ils ont des biais d'apprentissage. On en a vu quelques-uns. Par exemple, le chatbot Twitter de Microsoft en 2016, qui en moins de 16 heures d'existence était devenu tellement raciste que Microsoft l'a retiré. Ou la tentative de déresponsabilisation de Air Canada l'an dernier, devant des promesses que leur robot conversationnel avait faites à des clients, par exemple. L'éthique va souvent entraîner des enjeux qui deviennent juridiques, donc toutes les lois sur la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les renseignements personnels, c'est pas encore clair ni tranché sur l'intervention de l'IA dans tout ça. Il y a des lois en Europe et en Californie, mais le reste du monde tarde à rattraper la technologie. Il faut vraiment bien lire les conditions d'utilisation, puis ce qui est gardé comme licence légale par l'IA et son fournisseur, puis ce qui nous est attribué à nous en tant qu'utilisateurs de leur engin. Il y a également la sécurité informatique qui va être chamboulée par la technologie. Les technologies de cyberattaque vont être de plus en plus structurées grâce au réseau de neurones. On peut présumer que les IA vont s'adapter plus rapidement que nous aux CAPTCHA qui nous empêchent nous-mêmes de nous connecter à l'occasion quand on ne clique pas sur toutes les bonnes cases du feu de circulation, par exemple. Il y a tous ces enjeux-là que je vais mentionner, puis beaucoup d'autres, comme la dépendance aux outils d'IA qui va s'augmenter dans le cadre de nos travaux, ou la transparence de comment tout fonctionne derrière le rideau, puis que ça devient de plus en plus des experts qui peuvent répondre et de moins en moins monsieur, madame, tout le monde. C'est des signes que l'outil révolutionnaire n'a pas encore fini de tout changer. Je vais passer la parole à Audrey pour inciter une petite intervention en participation de votre part. Merci, Jean. C'est ça. Avant de passer à la prochaine section, on va vous poser un petit sondage de 3 questions pour lesquelles vous avez 1 minute pour répondre. Donc, vous devriez avoir vu la fenêtre apparaître. Puis, je vous invite à y répondre. Je répète, vous avez environ 1 minute pour répondre à ces 3 questions-là. Je pense pas que c'est des questions trop difficiles. On devrait bientôt voir les résultats. Donc voilà. Donc peut-être pour savoir où vous situez à peu près. À la première question, pour savoir le niveau de connaissance sur l'IA, la majorité ont répondu qu'ils sont en phase plus d'expérimentation et d'exploration.
À la question 2, pour le type de tâche, beaucoup utilisent l'IA pour générer des contenus. Il y en a aussi pour faire la recherche d'informations, quelques-uns pour orienter le processus créatif ou pour automatiser certains processus. Et à la dernière question, pour ce qui est de la fréquence d'utilisation de l'IA, la majorité ont répondu plusieurs fois par semaine et il y a quelques personnes qui ont répondu aussi occasionnellement et tous les jours. Donc, merci de vous être prêté à l'exercice. On va maintenant aborder un peu plus en profondeur les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle en mode habillement et plus précisément les applications qu'on a recensées dans l'industrie. Donc, premièrement, ce qu'on observe d'allure un peu plus générale, c'est que l'intelligence artificielle est principalement utilisée comme levier pour surmonter des défis qui sont associés à l'accélération du cycle de tendance, la compétition internationale, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement, les retours, et j'en passe, là, c'est des défis auxquels vous êtes sûrement confrontés. Puis si on regarde un peu plus concrètement comment c'est réalisé, ça, on remarque que l'intelligence artificielle, elle peut être appliquée à pas mal toutes les étapes de la chaîne de valeur. En fait, on la voit appliquée autant pour le développement de produits que pour la chaîne d'approvisionnement et la production, ou encore pour les ventes et l'expérience client. Donc, on va explorer un peu plus en détail des cas d'utilisation pour chacune des catégories dans les prochaines sections, en commençant par le développement de produits. Donc, une des utilisations qui est commune de l'intelligence artificielle pour le développement de produits, c'est pour faire l'analyse et la prédiction des tendances. Donc, pour cette application-là, l'intelligence artificielle, elle va permettre d'analyser les tendances en temps réel avec les données provenant souvent des réseaux sociaux. Puis aussi, ça va permettre de repérer l'émergence de micro-tendances et de ressortir des statistiques qui sont encore plus précises et détaillées sur une tendance qu'avec la façon traditionnelle de faire. Sinon, au niveau du prototypage virtuel, les outils d'intelligence artificielle les plus communément utilisés, c'est souvent des fonctions qui sont intégrées par défaut dans les logiciels de prototypage virtuel qui sont déjà utilisés par l'industrie. Par exemple, dans Clo, on va retrouver des fonctions qui utilisent l'intelligence artificielle pour, par exemple, générer des textures pour les textiles ou encore pour ajuster des vêtements automatiquement à la taille de l'avatar qu'on a mis dans la fenêtre 3D. Puis on va aussi retrouver sinon d'autres logiciels qui vont permettre de numériser les propriétés physiques et visuelles d'un textile à l'aide de l'intelligence artificielle pour que le tombé du textile virtuel soit le plus près possible ou le plus précis possible par rapport à un textile qu'on a entre les mains. Donc ça permet d'améliorer la précision du vêtement virtuel. Sinon, une autre utilisation aussi, ça va être pour améliorer les rendus des prototypes 3D, puis les rendre plus réalistes jusqu'à un point où ça puisse souvent être confondu avec une vraie photo. Donc, toujours dans le développement de produits, une autre utilisation qui est commune de l'intelligence artificielle, ça va être pour générer des planches d'inspiration, des imprimés textiles, mais aussi des designs de vêtements. Donc, parmi tous les outils disponibles pour faire ça, il y en a quand même plusieurs qui vont permettre aussi aux entreprises d'entraîner le modèle d'intelligence artificielle à générer des designs qui sont alignés avec leur image de marque de l'entreprise. Donc, ils vont pouvoir fournir des images, par exemple, de publicité ou de produits qu'ils ont vendus. Puis, avec ça, l'intelligence artificielle va apprendre à reproduire le style. Puis à noter aussi, j'entends des inquiétudes que vous pourriez avoir, là, que la plupart des entreprises avec qui on a discuté utilisent l'intelligence artificielle surtout pour l'inspiration. Ils ne vont pas nécessairement copier-coller les designs tels quels, mais c'est sûr que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont cette éthique-là, on peut dire. Comme on le voit aussi, par exemple, avec la marque Shein, qui est un géant de l'industrie qui utilise l'intelligence artificielle à ces fins-là, on voit que ça peut contribuer à l'accélération de la fast fashion, mais ça peut aussi soulever des enjeux de propriété intellectuelle, par exemple, un peu comme Jean avait mentionné plus tôt, avec des designs qui sont générés, donc à savoir à qui ils appartiennent, mais aussi avec les images qui sont utilisées pour générer ces designs-là
pour entraîner le logiciel, le modèle d'intelligence artificielle. Donc, à savoir, est-ce que les images étaient libres de droit? Est-ce qu'il y avait accès à ça? Donc, c'est certain qu'il faut quand même garder un regard critique, puis il faut garder en tête ces enjeux-là quand on utilise ce type d'outils-là, puis particulièrement dans un cadre professionnel. Donc, pour nous parler d'un cas d'application un peu plus concret, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Karen Tagliani, qui est vice-présidente design au groupe L'Amour, pour nous parler de son expérience avec les outils d'intelligence artificielle pour le développement de produits. Donc, Karen, elle possède plus de 25 années d'expérience dans l'industrie de la mode. C'est aussi une gestionnaire chevronnée qui encadre une équipe actuellement de 18 designers. Et elle a accepté de nous partager comment une entreprise de mode d'ici implémente l'intelligence artificielle dans ses processus. Donc, Karen, un gros merci d'être parmi nous. Je vais maintenant vous céder la parole là, pour que vous puissiez nous partager votre expérience avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Audrey. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. J'ai appris beaucoup avec ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Moi, je vais pouvoir vous parler plus de mon expérience concrète en industrie, comme Audrey vous disait. En fait, on est en exploration, nous aussi, de notre côté. Je ne vous cacherai pas qu'il y a 2 éléments clés dans notre entreprise qui nous tient à cœur. C'est certainement d'intégrer les nouvelles innovations puis d'être toujours à l'affût de ce qui s'en vient. Mais aussi, on doit dire que ça génère des questionnements sur où va l'équipe des designs. Est-ce que ça suscite des peurs, des craintes? Puis je voulais partager avec vous quelque chose qui nous a beaucoup aidé, nous, à démystifier un peu et en fait, à intégrer cette nouvelle offrande pour notre marché de façon claire et nette, sans en avoir peur, mais plutôt pour mieux la maîtriser. Fait que je vais vous partager avec vous, dans le fond, oups, j'ai été un petit peu trop vite. Ça s'appelle le diagramme de Gartner. C'est le Hype Cycle. En fait, c'est un diagramme qui est intégré à toute nouvelle technologie, à toute nouvelle innovation dans n'importe quelle industrie. Puis, ça nous explique un peu le rythme dans lequel on intègre les nouvelles technologies. Donc, oui, il est en anglais, je suis désolée, mais ça exprime très, très bien la dynamique et comment on finit au final par l'intégrer et l'intégrer dans nos façons de faire quotidiennes pour que ça génère une meilleure productivité. Ce qui est intéressant, c'est que chaque industrie ou chaque compagnie peut se situer par rapport à ce diagramme-là. Donc, au début, il y a évidemment si on prend le point numéro 1, qui est le trigger, c'est celui où est-ce qu'on découvre la nouvelle technologie, tout le monde en parle. En ce moment, c'est partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a peur de savoir comment ça va changer nos vies. Est-ce qu'on va être à la hauteur de l'intégrer? Ensuite, ce qui arrive comme deuxième point, c'est le pic, vraiment. Qui est en fait, oh mon Dieu, ça va changer nos vies. On l'appelle un peu le fantasme des remplacements totaux. On pense que les emplois vont disparaître, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce pic-là, les gens commencent tranquillement à l'intégrer, à en prendre connaissance, à l'exploiter. Donc, on commence à voir aussi les limites de cette innovation-là et tout d'un coup, la ligne descend pour nous amener aux limites techniques et les frustrations de cette innovation-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, en entreprise, on est là en ce moment où est-ce qu'on apprend à le découvrir, on l'intègre tranquillement, mais on se rend compte, comme Jean et Alexandre l'ont expliqué, il y a des limites, il y a des frustrations, on ne peut pas tout visualiser ou on ne peut pas tout créer, ce qu'on a dans nos cerveaux avec le AI. Le AI ne peut pas lire 100% ce qu'on a dans nos têtes, donc ça crée des frustrations. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'on monte un peu la pente en le maîtrisant un peu mieux, en le considérant comme une aide plutôt que de le voir comme un remplacement. Et là, tout d'un coup, on plafonne, puis on arrive à un mariage parfait entre l'innovation et l'entreprise et on finit par l'intégrer. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre, mais il ne faut pas en avoir peur.
toutes les nouvelles innovations nous amènent là. Et puis nous, en ce moment, on est au stade 3, où est-ce qu'on est un peu désillusionné de où est-ce que ça peut nous amener. Mais en fait, tranquillement, on apprend à l'intégrer pour nous amener ailleurs dans notre processus. Les prochaines diapositives vont vous montrer un peu comment on l'utilise. Puis je voulais aussi vous dire que nous, étant donné que ce n'est pas une innovation qui est 100% contrôlée, on s'est instauré une certaine éthique. On ne distribue pas à l'extérieur du bureau, si on peut dire, là, de l'entreprise, des images générées par le AI. Donc, ils nous servent uniquement à nous inspirer, à nous amener ailleurs, à créer peut-être des nouvelles idées, des nouveaux concepts, mais ce n'est pas des images qui vont être distribuées à nos clients, par exemple. Donc, je vais passer à la prochaine diapositive. C'était pour vous donner un exemple. Nous, on explore là, les Midjourney en ce moment, et puis on l'utilise de façon à créer des mood boards qui nous aident à peut-être amener certaines idées ailleurs, créer des palettes de couleurs, etc. Puis je voulais vous donner un peu nos frustrations et en fait, quand on regarde le mood board final, quelqu'un qui ne l'a jamais vu peut dire « Ah, c'est vraiment intéressant, il y a des nouvelles idées ». Mais personne ne sait que dans ma tête à moi, quand j'ai généré le prompt pour faire ça, ce n'était pas du tout peut-être la direction que je voulais donner. Donc, c'est ça en fait les limites. Vous voyez le résultat final, mais vous ne savez pas c'était quoi la volonté initiale. Donc, j'ai juste donné un exemple de prompt qui était là, qui m'a servi en fait à générer ça. Quand je l'ai fait, j'ai vu cette image-là et je me suis dit, les couleurs sont un petit peu tristes, c'est un peu décevant comme impact. J'aimerais ça que tu me génères une deuxième version avec des couleurs un petit peu plus vives. Donc, je vais vous montrer la deuxième diapositive qui illustre les versions de cette première génération. Donc, si vous voyez la première génération ou la première version, c'est celle que je vous ai montrée. La deuxième version, c'est en lui donnant des indicatifs comme est-ce que tu peux, s'il te plaît, ajouter de la lumière, des couleurs à cette inspiration-là, et puis me donner d'autres mouvements ou d'autres inspirations quant au modèle. Donc, c'est la version 2. Et ensuite, j'ai poussé la note en disant non, j'aimerais que ça soit plus coloré, plus vivant, donc version 3. Mais si je vais dans le détail, vous allez voir, mon prompt initial était basé sur une collection de hiking. Donc, si vous voyez la robe complètement à droite, c'est clairement pas quelque chose qu'on va mettre pour aller faire de la marche. Donc, c'est là que, comme Jean et Alexandre mentionnaient, ça prend votre expertise. Ça prend l'œil, ça prend aussi des gens qui savent comment communiquer bien le verbal, le lexique de la mode pour mieux diriger le IA dans votre recherche puis dans votre création. C'est pas n'importe qui va pouvoir arriver là. Et plus vous êtes, je dois dire, connaissant, plus vous avez des termes qui sont spécifiques à votre industrie, plus vous allez pouvoir explorer le AI de façon pertinente. Je vais vous montrer une autre diapositive, la prochaine. En fait, juste pour m'amuser, j'ai pris les 2 premières ou les 3 premières diapositives que vous avez vues au préalable et j'ai demandé en fait à Midjourney de continuer son développement de collection et à partir des mood boards qu'il avait générés, de faire une collection de chaussures qui était inspirée de cette collection-là et des couleurs. Donc, c'est incroyable qu'est-ce que le IA peut faire. Sincèrement, je la porterais, cette paire de chaussures-là. Mais en même temps, c'est sûr et certain qu'elle ne peut pas encore là être dirigée. Si je prends cette photo-là et je lui demande de la modifier, ben là, je perds complètement le fil. Ça pourrait devenir complètement différent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inspirationnel. Vous pouvez vous en servir à titre d'inspiration, vous amener ailleurs. Ce qui nous aide, nous, de notre côté, c'est la façon que les colorations sont faites. Ça pousse les idées plus loin à savoir, je n'ai pas pensé à mélanger ces matériaux-là ensemble, mais oui, peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais ça ne reproduira jamais exactement ce que vous avez en tête. Donc, ça prend encore la création, les designers
la façon de faire ou l'expertise pour venir générer de façon à ce que ça soit de façon productive. Donc, ces choses-là ne peuvent pas nécessairement être produites en industrie. Donc, il y a encore l'aspect humain qui est très, très, très important. Mais encore là, ça enrichit, je pense, en fait, la possibilité des designers d'aller plus loin dans leur démarche. Et aussi, il ne faut pas se mettre la tête sous le sable, ça va générer des nouveaux postes, des nouveaux profils. En ce moment, on voit dans le marché des designers 3D, on voit des analystes visuels, des gens qui sont capables de faire la différence entre le AI et le réel. On les appelle aussi des prompt designers, ceux qui vont vraiment être capables, par du texte, de venir faire de la création. Donc, c'est clair qu'il y a des nouveaux profils, des nouvelles expertises qui vont émerger. Puis ça rend le domaine artistique encore plus intéressant. Je dois parler un petit peu des compétences que ça va amener. On avait beaucoup de discussions à l'interne. Ce que ça va susciter chez les futurs designers, c'est vraiment d'être ouvert, d'être curieux. Ça ne veut pas dire de tout maîtriser, d'avoir eu toutes les formations, parce que ça va tellement vite, les choses changent tellement rapidement que votre curiosité et puis votre sens de l'autodidacte va devenir une compétence clé pour le futur. Donc, c'est un mélange de créativité et de technologie. Ça va vraiment déterminer les futurs designers. Je pense que j'ai une dernière petite slide pour vous. En fait, c'est un message qui avait été envoyé par Ginny Rometty, qui est CEO d'IBM, et elle avait dit: l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la créativité humaine, mais elle peut lui donner des ailes. C'est vraiment en ce moment, c'est ce qu'on vit en ce moment dans l'industrie. Donc, j'espère que ça va vous ouvrir les yeux ou ça va juste piquer votre curiosité, mais n'ayez pas peur, là. Les designers en ce moment dans mon équipe sont vraiment intrigués, curieux et ça nous amène vraiment ailleurs pour le futur. Merci. Merci encore, Karen, pour votre témoignage. Je pense que ça va être très éclairant puis pertinent pour les professionnels qui nous écoutent. On va maintenant passer à la prochaine section. Donc, je vais céder la parole à Marianne pour qu'elle nous parle d'application de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement et pour la production. Merci Audrey. Oui, donc l'intelligence artificielle, elle peut intervenir à presque toutes les étapes de la chaîne de valeur. Dans le cadre de ce webinaire, on ne va pas avoir le temps de détailler toutes les applications, mais elles seront approfondies dans la formation qui sera donnée. On va se pencher donc sur un seul exemple. Dans l'industrie de la mode, la gestion des stocks, c'est un défi constant avec des implications directes sur les coûts, l'image de marque et l'expérience client. On sait qu'un surstock, ça va entraîner des coûts de stockage élevés, des démarques importantes et un gaspillage environnemental, voire même une responsabilité légale supplémentaire si, par exemple, on pense à la responsabilité élargie des producteurs qui est actuellement appliquée en France. À l'inverse, un sous-stock, ça va provoquer des ruptures de stock, donc une perte de revenus, mais aussi une insatisfaction client qui peut même mener à une défidélisation, puisqu'il y a des études qui ont mené que un consommateur sur deux préfère changer de marque que d'attendre un réapprovisionnement. Donc, pour les professionnels de la mode, cette gestion des stocks équilibrés est essentielle pour rester compétitif et satisfaire les attentes des consommateurs. Et en ça, l'intelligence artificielle peut intervenir efficacement. D'abord, les outils d'intelligence artificielle peuvent analyser les données d'historique de vente, des tendances saisonnières, des comportements de clients et des données externes comme la météo ou les réseaux sociaux. Et grâce à des modèles d'apprentissage automatique, elle peut anticiper la demande avec plus de précision. Par exemple, Uniqlo utilise l'intelligence artificielle pour analyser les ventes passées et les données météorologiques pour anticiper la demande sur des produits spécifiques comme des vestes chaudes ou des vêtements légers. Cette analyse permet de mieux répartir les stocks en fonction des différents magasins à travers le monde, en tenant en compte des conditions climatiques et des tendances de consommation. L'intelligence artificielle peut aussi ajuster les niveaux de stock en temps réel en déclenchant des alertes pour éviter les ruptures de stock ou alors proposer des actions correctives comme des promotions ou des transferts de stock pour limiter le surstockage de produits qui semblent moins se vendre. Et enfin, un enjeu qu'on a beaucoup vu dans notre consultation avec les entreprises, c'est la difficulté à gérer un inventaire unique pour les boutiques en ligne et pour les boutiques physiques.
Les outils d'intelligence artificielle peuvent justement proposer une vue unifiée des stocks pour améliorer l'allocation des produits et ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions en fonction des stocks disponibles. Donc finalement, l'intelligence artificielle peut transformer la gestion des stocks d'un processus réactif à une approche prédictive et optimisée. Néanmoins, on s'en doute, cette utilisation n'est pas sans risque et elle peut soulever plusieurs enjeux comme la vulnérabilité aux crises ou le surstockage pour des clients premium. C'est des enjeux qu'on va davantage développer dans le cadre de la formation. Je vais passer la parole à ma collègue Joanne qui vous parlera de l'utilisation en marketing. Alors, l'IA et le marketing, on va passer à travers quelques outils qui sont disponibles sur le marché. Les fichiers description de produits, c'est des applications comme ChatGPT et Shopify qui offrent plusieurs solutions pour optimiser ces fiches, puis surtout améliorer l'expérience client. Ce qui est important pour augmenter les chances de vente, il y a quelques points qui sont importants. C'est rédiger une description unique et détaillée. C'est utiliser des mots-clés qui correspondent aux recherches courantes des consommateurs. C'est essentiel pour un bon référencement SEO du produit. Ça permet aussi d'améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche comme Google. Ajouter des témoignages ou des exemples d'utilisation. Les avis de clients, ça va renforcer la crédibilité, puis ça va aider les consommateurs à se projeter pour acheter. Et on a aussi des outils qui ont la possibilité de générer une fiche si on envoie une photo de notre produit dans l'outil. Ensuite, on a la recommandation personnalisée produit et taille. C'est l'essayage virtuel et la réalité augmentée qui transforme le shopping en ligne et en magasin. Ça permet aux clients d'essayer des vêtements sans contact physique. Ça analyse les dimensions du corps pour proposer la taille idéale. Ça affiche le produit sur l'utilisateur via smartphone, tablette ou miroir intelligent. Zara et H&M utilisent des cabines d'essayage AR qui permettent de visualiser la tenue sans l'enfiler. L'enjeu qu'il y a avec ce système, c'est la technologie qui est encore très chère. Ensuite, on a les recommandations personnalisées. Un outil efficace pour améliorer l'expérience d'achat puis encourager la fidélité des clients et augmenter les ventes. L'outil va analyser plusieurs points. Il va analyser l'historique d'achat, ce que vous avez déjà acheté, le comportement de navigation, les pages que vous avez consultées, le temps passé sur chaque article, les données démographiques, votre âge, la localisation, les préférences déclarées. Puis, ils vont aussi faire la comparaison avec d'autres clients similaires. C'est une technique de machine qui s'appelle learning. Et puis, ça va aller chercher les informations de les clients qui ont acheté ceci, ont aussi acheté cela. Amazon utilise cette technique de vente. L'enjeu, c'est la pertinence des recommandations. L'algorithme, il doit être précis pour éviter des suggestions inutiles et aussi, ça prend un équilibre entre la personnalisation et la découverte pour ne pas enfermer le client dans une bulle de suggestions trop restreinte. Voilà pour ces quelques outils et je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie. Alors, nous espérons que ce webinaire vous a donné envie d'en savoir plus sur les applications de l'IA à la mode et à l'habillement. Donc, comme vous avez pu l'entreapercevoir, il s'agit d'un sujet vaste. Donc, on va approfondir grâce aux activités de formation que nous développons présentement. Comme vous le voyez à l'écran, on va offrir en fait 2 formations, l'une pour les équipes impliquées dans le développement de produits, l'autre pour celles impliquées dans le marketing, la communication et les ventes. Donc, ces formations auront lieu entre mai et juin 2025. Elles sont en train d'être planifiées plus précisément. N'hésitez pas à nous suivre pour obtenir les dates auxquelles elles seront offertes. Ce qu'on peut déjà vous annoncer, c'est qu'elles vont combiner des conférences pour aller plus en profondeur dans le sujet, mais aussi des ateliers pratiques avec de l'utilisation, de la découverte d'outils pour avoir cette capacité à tester des outils et prendre un pas de recul sur l'utilisation, les avantages et les limites de ces outils-là. Les formations seront animées par des spécialistes de Vestec Pro, du CIMI et des intervenants externes le cas échéant.
On ira plus en détail à la fois sur les applications au niveau de la chaîne de valeur et comme je vous disais, cet aspect application par corps de métier. On va pouvoir effectivement vous aider à expérimenter de façon guidée les solutions, qui se démocratisent et qui tendent à être disponibles sur le marché. L'objectif aussi, au travers de ces formations, c'est de rassembler, différents professionnels issus de différentes entreprises pour offrir des moments d'échange et de partage, de réflexion, des défis et des pratiques mises en place au sein des différentes compagnies. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitiez davantage d'informations sur les formations. Maintenant, il nous reste, un petit 5 à 10 minutes pour passer à la période de questions-réponses. Donc, on a pris connaissance de plusieurs questions qui ont été fournies dans la boîte à questions. Donc, on a une première question sur la meilleure façon, selon, nous, de gérer les risques quand on utilise l'IA. Donc vraiment, cette question sur la gestion des risques. Ben, pour ce qui J'invite, mes collègues à prendre la parole. Ouais, je vais y aller. Pour ce qui est des risques, c'est sûr que c'est générique comme c'est là. Les risques, ça dépend quel risque on veut cibler. Mais la solution va être la même, peu importe quel risque on veut cibler. Il faut que l'utilisateur soit vigilant. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs, il faut qu'on prenne connaissance, comme il faut, des conditions d'utilisation, des termes définis par le fournisseur de l'IA lui-même, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce que nous on garde. Ça va être la meilleure manière. Rester, sans dire méfiant, mais rester critique de ce qu'on va pouvoir voir ou lire. Merci Jean pour ces éléments de réponse bien intéressants. On aurait une deuxième question, qui nous a été posée concernant les logiciels, en fait, disponibles sur le marché. Est-ce qu'il y en a en particulier qu'on conseillerait d'explorer ou d'utiliser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait, disponible Oui, pour répondre à cette question? je peux embarquer. Dans le fond, ben, pour les logiciels, pour l'application, en fait, des logiciels à l'industrie de la mode, généralement, moi, je vous conseillerais d'utiliser des logiciels qui sont spécifiquement conçus pour l'industrie de la mode, parce que souvent, ça va amener, bon, des résultats qui sont plus, disons, design, surtout pour la génération d'images. Puis aussi, il y a des fonctions souvent spécifiques à ces logiciels-là. Par exemple, on peut sélectionner une manche puis modifier l'apparence de seulement la manche. Donc, par exemple, c'était un enjeu qui avait été mentionné par Karen avec Midjourney, qui est un outil qui est plus générique, pas spécifiquement à l'industrie de la mode. Donc, c'est pour ça je vous conseillerais plus les outils spécifiques à l'industrie de la mode. Puis, si on regarde quels outils plus spécifiquement, ben, c'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup qui existent, puis on n'est pas ici pour faire la vente des outils non plus. Mais parmi ceux qui se démarquent, par exemple, pour le développement de produits, il y a Raspberry qui est un gros joueur, puis avec lequel on a été en contact, que le fournisseur répond super rapidement. Donc, je vous conseille peut-être de jeter un coup d'œil à ça. Il y a aussi Mercer qui est similaire, là, qui va permettre de générer des images et tout. Euh, Sinon, au niveau de la commercialisation, ben, il y a aussi plusieurs bonnes options pour ça. Il y en a plein pour les essayages virtuels, par exemple, ou encore pour la recommandation de taille. Là, ça, il y en a vraiment une panoplie. Puis il y a aussi des fonctions qui sont utilisées déjà dans l'industrie par certaines compagnies qui sont intégrées dans Shopify. Donc, c'est quand même une bonne option si vous utilisez déjà Shopify. Ou, par exemple, il y a d'autres solutions là, qu'on voit pour la découverte de produits, comme IntelliStyle, qui en est un parmi tant d'autres que je vous conseille de regarder. Mais c'est quand même bon à noter aussi que ça fait partie de nos objectifs de la formation de faire une analyse qui est plus précise des outils, puis de regarder, bon, ben, c'est quand, dans quel contexte que c'est le mieux d'utiliser tel outil versus tel outil. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire ou à nous poser plus de questions sur ça. Merci Audrey. On a une autre question aussi en lien avec, l'accessibilité de la technologie. Est-ce que, c'est une technologie ou en tout cas les outils qui utilisent cette technologie qui, demeurent accessibles pour, les plus petits joueurs ou c'est réservé aux plus gros joueurs? Qu'en est-il là-dessus? Alors, je vais prendre cette question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est des frais qui peuvent demander du budget. La plupart des applications, présentement, elles proposent des abonnements.
Donc, vous pouvez prendre un abonnement mensuel ou à l'année. C'est entre 50 et 500 $. Et après ça, c'est sûr, il y a les intégrations puis les formations. Si vous voulez commencer à prendre des formations puis faire des intégrations un petit peu plus solides, c'est entre 10 000 et 100 000 $ à peu près qu'il faudrait compter, mais vous n'allez pas le faire en un mois, ça va se faire sur plusieurs mois, donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir d'avance. C'est ça qui est important au fond, c'est au départ, c'est de cibler c'est quoi qu'on a envie d'implémenter comme logiciel, qu'est-ce qu'on a envie comme amélioration. Puis en faisant nos recherches, on va avoir les réponses à ces questions. On aura, dans notre formation, on va en présenter certains des logiciels. Fait que ce serait peut-être des réponses à vos questions qu'on aura pour vous. Voilà. Merci, merci beaucoup Joanne. Je ne sais pas si vous auriez également des questions peut-être pour, Karen Tagliani qui a pris, la parole au niveau de l'utilisation, de l'IA au sein du groupe L'Amour. On peut encore prendre peut-être, une question, on avait également, je vois, une question concernant le dépassement là, cette fameuse question de, est-ce que l'IA va-t-elle nous dépasser? En attendant peut-être d'avoir des questions plus spécifiques pour Karen, n'hésitez pas aussi voilà, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait à l'aise de répondre à cette question de, soumise dans la boîte à questions? Absolument, je pense que je peux répondre à cette question-là. C'est une excellente question, évidemment, à laquelle il n'y a personne qui a vraiment la réponse à savoir à quel point ça va tout faire ce qu'on fait. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que l'intelligence artificielle déjà nous dépasse dans certains domaines, comme par exemple le concept de reconnaître quelqu'un à partir d'une photo de bonne qualité. L'intelligence artificielle est déjà supérieure aux humains pour faire ça. Mais ça ne veut pas dire que, avec le temps, qu'elle va nous dépasser à tous les points de vue. Entre autres, un des gros enjeux qui pourrait être long à acquérir et peut-être que ça ne se produira jamais, c'est à propos de la compréhension profonde du sens. Donc, si on revient à l'exemple de Jean à propos du mannequin qui avait 3 jambes, ben, je veux dire, pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle ne comprend pas qu'un humain, ça n'a pas 3 jambes. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être très long avant d'arriver jusque-là. Merci beaucoup Alexandre. On a peut-être une question, supplémentaire concernant, le développement aussi d'applications en IA qui performent dans le domaine du recyclage et de la transformation des vêtements existants. On l'a évoqué, la question de l'impact environnemental du secteur de la mode, je pense que ça y fait, directement référence. Est-ce que, il y aurait des potentiels, et puis des apports en fait au niveau de cette technologie, en lien avec le domaine du recyclage et de la transformation de vêtements existants? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, les outils d'intelligence artificielle, ils servent aussi à recycler les vêtements puisque, pour recycler les vêtements, il faut être en capacité d'identifier, l'état ou, la composition des vêtements et en ça, on a des outils d'intelligence artificielle qui se développent beaucoup sur la composition et c'est en développement actuellement sur, identifier l'état des vêtements. Donc est-ce qu'ils sont recyclables ou est-ce qu'ils seraient réemployables? Et donc là, il y a l'intelligence artificielle qui, peut intervenir, justement, à cet effet. Merci beaucoup Marianne pour ces éléments de réponse. Je pense qu'on a, répondu, à la majorité, si ce n'est à toutes les questions qui ont été posées dans la boîte à questions. Donc merci d'avoir, rendu cette période dynamique en soumettant, vos questions. C'était vraiment, apprécié d'avoir vos commentaires et puis vos interrogations, en lien avec ce sujet. Donc, on arrive en fait, au terme de ce webinaire, d'une durée d'1 heure. Ça a été un vrai plaisir, de vous accueillir, pour cet événement. On vous remercie pour votre présence et puis, on vous invite à nous faire part de votre avis sur ce webinaire par l'intermédiaire du questionnaire dont le lien est partagé. On a un QR code en bas de l'écran que vous pouvez scanner avec votre téléphone. On a également, un lien hypertexte qui vous permet d'accéder au questionnaire. Donc pour nous, c'est toujours très précieux d'avoir vos retours, pour voilà les événements à venir qu'on organise. Nous vous souhaitons une excellente fin de matinée et on espère vous retrouver lors des prochaines activités que nous proposerons. Merci, à très bientôt.